après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire. Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bonjour et bienvenue dans votre émission Zone Bleue. C'est pour vous aujourd'hui, Mademoiselle Sabinunga, qui vous revient avec un nouvel épisode de cette émission que vous avez l'habitude de suivre chez vous, dans vos maisons et avec votre famille. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je ne serai jamais seule sur ce plateau. J'ai encore une fois l'honneur de recevoir un homme des plus élégants, des plus charmants. Il nous vient tout droit de Kinshasa, mais a atterri directement à Paris. Il est entrepreneur, il est coach. Et on l'appelle Coach Day Muller. Coach, bonjour. Bonjour Madame Samon. Comment vous allez? Ça va, merci et vous? Ça va. Vous êtes bien installé? Impeccable. Impeccable? Impeccable, dans les meilleures conditions. Alors, Coach Day, vous êtes venu sur ce plateau aujourd'hui parce qu'on va parler entrepreneuriat, coaching et tout ce qui va avec. Mais avant de parler entrepreneuriat et coaching, il se doit de nos téléspectateurs de vous connaître. Qui êtes-vous? Oui, Coach Day Muller, je suis né à Kinshasa, à Tchangou, avant de venir de mon jeune âge, entre 8 et 9 ans, en France, ici en Europe. Donc j'ai fait toutes mes études et mes études supérieures ici en France, dans la comptabilité. Et une fois que j'ai finalisé les études, j'ai cofondé le cabinet Gestil Expertise et Audit, donc un cabinet qui gère les sociétés sur le plan comptable, fiscal, social et conseil depuis 2006. Donc, c'est un cabinet où on emploie à peu près une vingtaine de personnes avec mon associé Laurent Bailly. On travaille aussi avec M. Guillaume Lucas. Et Mme Laetitia Karangal. On a à peu près 20 personnes. Un chiffre d'affaires de 1,8 million à peu près tous les ans. Avec un portefeuille client de 450 clients dans des activités variées, telles que restauration, secteur de BTP, donc le bâtiment, secteur médical. On gère les dossiers des infirmières libérales. Quoi d'autre? J'ai parlé des informaticiens, des magasins. Et puis des grossistes en boisson, parce que par exemple, le grossiste en boisson, c'est un des plus gros clients. C'est un client qui fait 18 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc, il est grossiste en boisson non alcoolisée. Et en dehors de ça, il y a d'autres activités annexes, à savoir la gestion immobilière, Gestilimo. C'est la SCI qu'on a créée avec mon associé, M. Laurent Bailly, qui détient les murs de notre cabinet et en projection d'autres biens à acquérir dans ce cadre-là. Et puis de l'autre côté, on a la société Clean Day dans le secteur de nettoyage avec mon épouse Judith Day, et il y a aussi mon fils qui est concerné. On a une société au niveau de la communication, Agence Comday, qui accompagne les entreprises par rapport à leur identité visuelle, qui accompagne les politiciens sur les rédactions des textes, sur leur éventuelle campagne quand il y a besoin. On fait des catalogues. Donc voilà, au départ, cette agence-là, cette société a été créée pour m'accompagner dans mes différentes activités. Et au final, on a ouvert cette société-là qui permettait maintenant à d'autres clients de faire site internet, logo. C'est vraiment l'identité visuelle dans son ensemble. On est aussi dans le secteur de BTP, bâtiment. Et bâtiment,
on est aussi concerné dans le transport de marchandises. Donc, l'avantage à la fois, par le biais de mon métier, j'ai affaire à tout type d'activité avec des différents gérants ou présidents de sociétés. Ça permet d'acquérir beaucoup d'expérience, de retour d'expérience de ces différents dirigeants. Et par la suite, ben, c'est pour ça que je fais des formations, j'accompagne les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs. Je suscite l'envie d'entreprendre auprès des étudiants parce que, comme je le dis souvent, on peut être son propre créateur d'emploi au lieu d'attendre autre chose. D'accord. Vous avez cité beaucoup de secteurs d'activité, Oui. mais lequel est ce pourquoi vous vous êtes formé? Je me suis formé dans l'expertise comptable. D'accord, Je me donc suis vous êtes formé, expert voilà, comptable. je me suis formé à être dans la comptabilité, gérer les sociétés. C'est mon métier de base. Donc, je suis directeur associé au sein de notre cabinet GCIL, comme je vous ai expliqué, créé depuis 2006. En dehors de ça, ben, on a voulu se lancer dans d'autres domaines d'activité. Et c'est pas moi personnellement qui gère ce côté-là. Il y a mon épouse, elle aussi, qui a un master en banque, finance et assurance. Elle est qualifiée quand même pour pouvoir suivre ces choses-là. Depuis la première société date de 2000, en dehors du cabinet, hein. La première société date de 2014, c'est CleanDay. On l'a D'accord. depuis 2014, au fur et à mesure. On a eu aussi à essayer d'autres activités. On a eu à un moment donné un garage automobile. Ça n'a pas fonctionné, donc on a dû fermer. C'est juste, je donne ces précisions parce que des fois, on peut réussir comme ça peut échouer, mais il faut savoir rebondir et se dire, ben tiens, là, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment je peux faire pour rebondir et éviter les erreurs du passé? D'accord. Donc, pour devenir expert comptable en France, Oui. il vous faut un bac plus combien? Pour devenir expert comptable en France, il faut un bac plus 8. Donc, vous avez un bac plus 8. C'est-à-dire, vous faites 5 ans en master, vous validez, et derrière, vous avez 3 ans. 3 ans de, on appelle ça le stage. 3 ans de stage, mais en situation d'emploi. Une fois que vous finissez les 3 ans, vous avez 3 matières à passer. Un rapport, l'écrit sur la déontologie et un cas pratique. Donc moi, j'ai déjà fait au fait mes 5 ans finalisés, mes 3 ans de stage finalisés. J'avais passé 2 écrits, mais ils sont devenus durs avec nous parce que comme je suis en situation d'emploi et beaucoup de responsabilités, ils sont devenus durs avec nous. C'est-à-dire que les notes que vous avez par exemple 6 ans pour finaliser. Si vous ne finalisez pas, vous passez, ça repart à 0. Et c'est ça les spécificités au fait de notre métier. C'est-à-dire que vous êtes travailleur, mais on vous demande de l'autre côté d'établir par exemple un rapport qui nécessite à peu près 1600 heures de travail. Wow. Quand vous avez une vie de famille, quand vous avez des entreprises à gérer et quand vous avez des ONG à gérer, c'est une charge de travail monstre. Et moi et mon associé, on avait fait l'option inverse. Donc on s'était dit, on va s'associer avec un expert comptable diplômé pour nous permettre, nous, de déjà créer de créer avec lui, travailler avec lui, pour déjà créer notre portefeuille, créer déjà notre business. Et c'est à ça qu'on a pu faire les deux. En premier lieu, sans avoir la pression d'absolument finir le diplôme, il fallait d'abord développer notre business. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, après, en 2026, on fêtera nos 20 ans d'existence. Oh, okay. 20 ans d'existence, ça veut dire que ça a nécessité beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, beaucoup de sacrifices pour arriver à ce résultat-là. Et vous êtes fier du résultat que vous avez obtenu en 20 ans? Oui, honnêtement, parce que nous, on a commencé vraiment l'activité ex nihilo, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de clients. On a commencé à les compter. 1, 2, 3. L'activité a commencé dans mon salon, dans la grande table. On a acheté 2 ordinateurs, mon associé et moi. On a commencé cette activité-là. Après, on est passé à 20 mètres carrés de bureau. 20 mètres, on est passé à 50, 50, 100, 100, on est passé à 130. 130 et là, actuellement, on est à peu près à 400 mètres carrés. Okay. Dans tous les autres bureaux, on était locataires et là, grâce à notre SCI Gestilimo, on a pu acquérir nos murs depuis quelques années
Voilà, donc fier, on veut toujours plus, on veut toujours avancer parce que je suis un homme d'ambition, mais ce qui a déjà été réalisé, Dieu merci, par la force de travail, par l'abnégation, on a ce résultat-là. D'accord. Et ces entreprises dont on est en train de parler, c'est des entreprises que vous avez créées en France? Oui, en France, tout à fait. Comment créons-nous une entreprise en France? Comment on crée une entreprise en France? Il y a avant tout la finalisation pour avoir un CABIS, parce que le CABIS, c'est la pièce d'identité de la société. Il faut d'abord se poser les questions. Ça veut dire quoi, CABIS? Il n'y a pas de terme exact. Oui, vous maintenez sur le nom CABIS, le détail, on verra après. Mais il doit avoir, vous me posez vraiment une vraie colle. En 20 ans, vous n'avez jamais posé cette question? Non, je ne me suis jamais posé cette question-là. Donc, on va y répondre. Oui, vous devez y répondre. En 20 ans, vous devez savoir c'est quoi. Je dois répondre, en fait. Mais CABIS, c'est comme quand vous posez la question, c'est quoi la pièce d'identité? D'accord, ok. Donc, le CABIS, c'est le nom donné à la pièce d'identité pour une société. C'est ça le CABIS. Donc, pour obtenir ce CABIS-là, pour moi, c'est la finalité. Mais d'abord, il faut se poser les bonnes questions en amont avant de créer une entreprise. Est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires dans le domaine dans lequel je vais me lancer? Est-ce que le marché est porteur? Est-ce que j'ai des parts de marché? Est-ce que je m'associe ou non? Est-ce que j'ai les finances nécessaires ou non? C'est vraiment d'abord toutes ces questions-là. Une fois qu'on s'est posé ces questions, on dit oui, ok, c'est bien. On fait appel à qui? À un cabinet d'expertise comptable pour faire quoi? Un business plan, un prévisionnel. Parce que le business plan, c'est pas vous-même qui l'établissez, il faut un expert comptable nécessairement? Mais vous allez être la personne qui va donner les chiffres, qui va donner les éléments. Parce que de vous-même, quand on parle d'un business plan, c'est quand même des tableaux financiers. Il faut avoir une formation. Donc, à partir de là, vous êtes normalement, souvent sur Internet, on dit, faites votre business plan, on vient au prévisionnel en 2-3 clics. Non. Mais parce que d'après ce que moi j'ai toujours compris, d'après ce que j'ai toujours vu, on a l'impression que le business plan, c'est pas un tableau prévisionnel avec des finances, c'est un tableau explicatif de votre secteur d'activité, c'est l'étude de terrain, c'est tout ça. On n'a pas forcément l'impression que le business plan va être un tableau financier. On a l'impression que les finances, c'est, on va dire, vers la 20e ou 15e page avant la fin. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que dans un business plan, il y a la présentation du projet. Ça, c'est la première étape. Et celle qui fait la présentation du projet, c'est le porteur du projet qui va expliquer, je compte ouvrir un restaurant, mon restaurant sera de type tel, la décoration, je compte faire ça, la nourriture, est-ce que c'est la nourriture française ou africaine ou simplement congolaise? On est dans l'explication, il y aura tant de... Là, on est dans le narratif. Ça, c'est le narratif. Mais il vient le parti chiffré que le banquier a besoin ou les associés ont besoin pour pouvoir vous suivre ou non dans le financement. D'accord. Cette partie-là incombe à quelqu'un qui a fait les finances, qui a fait des études, qui a fait la comptabilité pour vous accompagner. Mais souvent, ce que je déplore, c'est que certaines personnes se disent « Ah, mais ça coûte cher ». Mais quand on veut se lancer dans quelque chose, il vaut mieux dépenser cet argent-là pour éventuellement éviter de se lancer et se casser la figure après. Parce que vaut mieux payer, par exemple, un prévisionnel, un business plan, ça peut commencer, si c'est un petit prévisionnel, 500 €, ça peut aller jusqu'à même à 10 000. Ça dépend de la taille du prévisionnel, qu'est-ce que vous intégrez là-dedans, est-ce qu'il y a des prêts, combien de prêts, tout ça. Mais ça vous permet de voir la viabilité de votre projet. Si vous ne faites pas ça et vous vous lancez tête baissée, peut-être que vous risquez de perdre peut-être les 30 000, les 50 000, les 100 000, les 200 000 que vous investissez dans un projet. Si vous aurez plus le temps d'établir un business plan, d'être accompagné, on vous aurait dit peut-être réajuster ainsi, faites comme ça, ou carrément abandonner ce projet-là parce qu'il n'y a pas preneur sur le marché. C'est ça aussi le rôle, au fait, d'un cabinet d'expertise comptable, de vous accompagner même dans la prise de décision. D'accord. Et lorsque vous établissez votre business plan, lorsque vous avez terminé l'étape technique, parce que moi j'ai fait l'étape technique, comment vous arrivez à vous enregistrer auprès de l'État français en tant qu'entreprise? Donc, une fois que vous avez validé l'étape business plan, il y a maintenant le côté juridique. Donc, il faut choisir la forme juridique.
Est-ce que vous allez être En association. associé ou non? Mhm. Est-ce que vous allez être en SARL? Est-ce que vous allez être en SAS? Est-ce que vous allez être en mode association, association à but Non lucratif ou non lucratif. lucratif? C'est toutes ces questions-là, ou bien entreprise individuelle. Est-ce qu'en micro-entreprise? Est-ce que je vais être auto-entrepreneur? C'est toutes ces questions-là, en fait, que vous êtes censé vous poser. Une fois, ça encore une fois, je vous le dis, c'est pas vous seul, vous devez être accompagné. Qui dit accompagné, éventuellement par un cabinet d'expertise comptable, par un avocat, voire même un notaire. C'est quelque chose, il faut se le dire. Arrêtez souvent de vous appuyer le tonton ou la tata du coin qui a des notions, qui a lu 2-3 lignes sur Internet. Parce que créer une entreprise, ça demande une formation pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Quand je prends l'option, je choisis de créer une société, à la fois, je dois choisir la forme et juridique. Donc là, je dois être calé en droit de société. Je dois choisir l'option sociale. Est-ce que je vais être travailleur non salarié ou je reste salarié? Mais là, il faut être calé en droit social. La comptabilité, est-ce que je vais être soumis à la comptabilité, fiscalité, est-ce que je vais être soumis à TVA ou non? Est-ce que je vais être en franchise de base? Ou est-ce que la première année, je vais être en franchise de base? Derrière, une fois que mon activité va se développer, je vais plutôt passer à déclarer ma TVA, soit trimestrielle, soit mensuelle. Ouais, donc, il y a toutes ces questions-là qui sont posées. Il faut que vous ayez un professionnel qui vous accompagne. D'accord. Perdez un peu d'argent au départ, mais c'est pour avoir une bonne qualité. Une bonne qualité, une meilleure vision, en fait, de votre prévision, de votre projet. D'accord. Et une fois que vous vous êtes posé ces questions, une fois que vous avez eu votre base, vous savez sous quelle société vous voulez être, vous avez votre définition juridique, vous avez tout ce que vous avez en matière d'expert comptable, en matière de business plan et autres. La prochaine étape? La prochaine étape, avant d'arriver tout ça, on a fait les juridiques. Oui. Il y a le capital social. Oui. Comment définissons-nous le capital social? Le capital social, c'est l'argent que l'associé ou les associés décident de mettre pour démarrer leur entreprise. Est-ce que ce capital-là est un capital réel ou il est fictif? C'est un capital réel. Si aujourd'hui, quand vous lisez sur un cabis, il y a marqué capital social 10 000 euros, capital social 100 000 euros, ça signifie quoi? Soit à la création, les associés ont ramené 100 000 euros, mais 100 000 euros, on peut le ramener de 3 manières. La valorisation du capital se fait de 3 manières. Soit en numéraire, quand on dit en numéraire, c'est-à-dire l'argent, en espèces. Soit en nature, c'est-à-dire on ramène des biens. Qui vont représenter la valorisation du capital, ou voire partiellement la valorisation du capital. Ou soit l'apport en industrie. J'ai un savoir-faire, j'ai ma marque. Moi, j'ai 100 000 en capital, en espèces. On est 2 associés, par exemple. Vous ramenez votre brevet. On va évaluer votre brevet à 100 000. Moi, je ramène 100 000 en cash. Mais tous les deux, on est à 50-50. On a un capital de 200 000. OK. Je vous donne cet exemple pour comprendre que dans les caisses de la société, on ne va pas retrouver 200 000, on va retrouver 100 000. Oui. Parce qu'on a cet apport en industrie. Comme si, par exemple, vous arrivez, on monte une société de transport, vous avez 2 camions de valeur de 50 000, 50 000. Moi, je ramène 100 000 pour de la liquidité, mais on aura un capital de 200 000 qui est composé en nature de 100 000 de 2 camions et en numéraire de 50 000, de 100 000 de mon argent que je vais virer dans le compte de la société. D'accord. Donc, une fois qu'on a déterminé le capital, on va faire simple, on va partir d'un capital en numéraire de 100 000 euros. Ben, vous avez l'obligation de déposer cet argent-là auprès de la banque ou auprès d'un notaire pour faire le blocage de capital. C'est pour ça qu'il est réel. C'est ça qui garantit normalement au tiers que vous avez réellement mis cet argent-là. Donc, la banque ou le notaire vont vous établir une attestation de blocage de fonds qui va être nécessaire. Ça va accompagner les statuts, l'annonce légale, les frais du greffe pour aller faire l'immatriculation auprès du tribunal de commerce. Vous voyez, une fois que vous avez fait ce dépôt-là, c'est là que quelques jours après, vous avez votre fameux sésame, le cabis, qui vous arrive sur la table. D'accord. Quel est le pouvoir du cabis?
Le pouvoir, c'est le même pouvoir que votre carte d'identité. Ça représente la société. C'est là qu'on a tous les éléments. On a la date de création, la durée de la société, le nom du gérant, le nom de la société, l'adresse de la société et l'activité. C'est-à-dire que quand vous commercez avec les autres, que ce soit à la fois vos clients comme les fournisseurs, ils vous demanderont toujours, envoyez-nous votre cabis. D'accord. C'est votre pièce d'identité, c'est la pièce d'identité de l'entreprise et de la personne morale. Donc, en cas de problème avec l'entreprise, on ne porte pas plainte à Monsieur Day, On porte plainte premièrement à la société. À la société. C'est la société qui vient se représenter de par... Vous représentez par exactement ça. C'est la personne morale qui s'engage, qui a engagé. Mais la personne physique qui peut être le gérant, le président ou le DG peut aussi voir sa responsabilité si il a commis des infractions pénales dans son rôle de gérant ou de gestionnaire. Exactement. Du coup, ma question est la suivante. Combien d'entreprises peuvent être créées sous un même cabis? En fait, moi, j'appelle pas ça des entreprises, j'appelle ça des activités. Okay. On peut avoir une entreprise avec plusieurs activités intégrées. C'est bien parce qu'on veut fuir les frais de création et consorts, mais moi, je déconseille ça parce que il faut une clarté dans vos activités. On peut pas à la fois avoir un salon de coiffure et un restaurant sous un dedans. même cabis. Ou bien à dire que j'ai nettoyage, restaurant et transport sous un même cabis. Parce que le problème majeur, c'est quoi? Quand il y a un problème dans une des activités, automatiquement, quand il y a contrôle URSSAF, contrôle fiscal, tous les 2, les 3, voire les 4 activités sont concernées. D'accord. Combien de temps prend la création d'entreprises en France? La création, quand on fait le dépôt, parce que là, tout est dématérialisé, ça peut aller vite une fois qu'on a on a les statuts, on a l'attestation de blocage de fonds, l'annonce légale, tout ça on fait, ça peut prendre 48 heures. Maximum, c'est une semaine. Ça dépend des tribunaux de greffe des différentes zones. Parce que s'ils sont très occupés, il y a beaucoup de créations, ça peut prendre plus de jours que l'autre. Vous pouvez être surpris, vous faites un dépôt le matin, le soir, le cabis est disponible. Ou comme d'autres, par exemple, parce que les agents ils étaient en congé, il n'y a pas assez d'agents, vous pouvez attendre 5 jours, 2 semaines. Mais vraiment, dans mes habitudes, au bout d'une semaine, on a un retour. Vraiment, le cabis arrive. D'accord. J'ai envie de... Vous avez parlé tout à l'heure de l'URSSAF. Oui. C'est quoi l'URSSAF? L'URSSAF, je vais parler pour les deux, c'est la CNSS, équivalent à la CNSS au Congo. L'URSSAF, c'est une caisse de recouvrement de cotisations sociales pour les salariés ici en France. C'est-à-dire, quand vous avez votre fiche de paye, il y a la part salariale et la part patronale qui est collectée, donc tout ce qui est assurance maladie, assurance vieillesse de base. À l'époque, on collectait aussi l'assurance chômage. Maintenant, ça va dans les mains de l'URSSAF. Après, on a les caisses de retraite qui collectent aussi leur part pour pouvoir vous payer une fois que vous serez à la retraite. C'est ça. Je vous pose la question parce que sur les réseaux sociaux, en fait, on a un phénomène qui est né chez nous, les femmes, qu'on appelle dénonce ton prestataire. Oui. Ça concerne généralement, au principe, les prestataires qui vont être de type salon de coiffure, qui vont demander, qui demandent un acompte pour se faire coiffer. Ils vont vous demander un acompte. Après l'acompte, il y a la confirmation du rendez-vous. C'est-à-dire que tu peux faire l'acompte, mais l'acompte n'est pas la confirmation du rendez-vous. Et si tu es en retard de 5 minutes, la personne te prélève 5 euros, te taxe 5 euros de plus sur ta coiffure. Au bout de 20 minutes, la prestation est annulée. Et la plupart de ces prestataires-là, c'est des prestataires qui nous reçoivent chez eux, à la maison, dans leur chambre, qu'ils installent une pièce, qui vont vous coiffer. Mais qui nous demandent des exigences qui sont beaucoup plus strictes qu'un salon de coiffure. Donc nous, on a fait naître ce petit mouvement sur les réseaux sociaux qu'on a appelé dénonce ton prestataire. Et généralement, c'est auprès de l'URSSAF qu'il faut les déclarer, qu'il faut les dénoncer, parce que ces personnes-là, elles abusent. Est-ce que c'est réglementé, par exemple, pour une société de me faire payer un frais de retard? Est-ce que le fait de faire un acompte, parce que d'après la loi, ça c'est déjà un blocage de rendez-vous, mais est-ce qu'en plus de ça, je suis dans l'obligation de faire une confirmation de rendez-vous si j'ai déjà passé mon acompte? En fait, tout ça, ça reflète les conditions de vente. Vous vous êtes mis d'accord
en disant que d'abord, je confirme, non, je passe commande, je verse la compte. D'accord? C'est bien ça. Quand je verse la compte, ben, vous êtes, selon la procédure de l'entrepreneur, de l'entreprise, il vous dit quoi? Il faut confirmer? Non, ça, il nous dit pas par message. Il dit Le truc, quoi? c'est que c'est comme, vous savez, des fois, on a toujours tendance à nous dire, il y a une chose que moi j'ai appris à l'école, on m'a toujours dit, lorsque tu vas faire un contrat avec une entreprise, ne t'attarde pas sur ce qui est écrit en grand. Allez chercher les Regarde ce qui petits, est écrit en oui, petit. les petits traits là. C'est la même chose. Exactement. Ça va être, oui, vous devez faire un acompte de 20 euros. Bah, moi, je fais mon acompte, tranquille. Oui. Maintenant, c'est quand, par exemple, le jour du rendez-vous arrive, il est 16h, j'ai rendez-vous à 16h15, je suis en bas, j'ai fait 2 heures de trajet, je te dis, ah, je suis en bas, mais t'as pas confirmé ton rendez-vous. Mais à quel moment? Ah, mais c'est écrit sur ma page, mais tu ne me l'as pas redit par message. Okay. Lorsque tu m'as envoyé le mode de paiement, tu m'as pas redit que oui, donc, je devais... Ok, je comprends. Donc là, il y a un défaut d'information directe. Voilà. Même si c'est dit sur sa page, elle peut se couvrir légalement, elle peut se couvrir. Mais dans le cadre du business, c'est pas bon. Parce que la preuve en est, elle perd des clientes. Effectivement. Et ça, c'est pas dans son intérêt. Quand c'est comme ça, ben, il faut peut-être simplifier la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, logiquement, le fait de payer déjà la compte, c'est que je serai là. Oui. Maintenant, si je ne suis pas là, ben, tu gardes la compte. Ça, c'est les conditions de vente. Maintenant, si il y a besoin d'une deuxième confirmation la veille ou le jour même, il faut que ça soit explicitement bien précisé pour éviter ces mésaventures-là. Et surtout, quand on est entrepreneur, un client est un client, une cliente est une cliente, il faut les soigner. Et c'est ça, sur ce point-là même, que je vais insister, Nabeta, c'était comme on dit en lingala, en fait. Les entrepreneurs, vous devez prendre soin de votre clientèle. C'est très important. Moi qui suis d'ici en France, et je peux comparer des fois ce que je peux trouver des fois au Congo, on a l'impression des fois même que ce soit les serveurs, les gens à l'accueil, dans les réceptions et compagnie, même ici dans certains salons ici, comme certains restaurants, mais les gens, on dirait que vous êtes en guerre avec eux. On dirait que vous êtes en guerre. La figure fermée, longue carrément, les gens, ils n'ont pas envie de vous... Je dis, mais vous ne comprenez pas, vous ne faites pas la liaison que une cliente ou un client satisfait, ça garantit votre emploi. Et en vérité. Les gens ne font pas cette liaison-là. Une cliente satisfaite, elle va ramener d'autres personnes. Ça va permettre, de garantir votre emploi, mais surtout d'avoir des augmentations, d'être promu au sein de votre société. Mais est-ce que ce problème-là n'est pas lié au fait que aujourd'hui, il y a une facilité de l'entrepreneuriat qui fait que beaucoup n'apprennent pas l'éthique de ce que nécessite la clientèle. Parce que moi, aussi loin que je m'en souvienne, le client a toujours été roi, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les... Aujourd'hui, tu parles mal, les clients parlent mal, les serveurs parlent mal, les managers parlent mal. Nous tous, on a la capacité de mal parler. Est-ce que c'est pas lié? Mais après, je suis d'accord avec vous, sur ce problème-là, les gens doivent être formés. On ne peut pas se lever un matin comme ça, on dire, ben, moi, entrepreneur, moi, non. Il faut apprendre les codes, comment ça fonctionne, comment je fais pour développer ce business, comment accueillir la clientèle. Mais c'est une formation. Si vous n'êtes pas formé à ça, vous vous comportez en disant, ben, comme on dit à Lingala, atché, natché. Avec les clients, on ne fait pas ça. Non, il faut réfléchir. Prenons un exemple, quand on rentre dans les boutiques tenues par les Israéliens, vous voyez comment... Les types sont capables de vous faire asseoir, tu veux un verre de jus d'orange. Même dans les boutiques de luxe, c'est la même chose. Oui, mais pourquoi les gens donnent cette place-là aux clients? Mais parce qu'ils savent qu'ils profitent de ça, de son argent. Mais vous gonflez devant un client. Je n'ai pas dit que moi, honnêtement, je n'aime pas le terme le client est roi. Quand le client tape à côté, il faut être capable de le remettre à sa place, mais de manière propre, sans être vulgaire, sans être violent. Vous le remettez à sa place en disant que non, je n'apprécie pas votre comportement. Il faut rester poli, mais en restant ferme dans votre position. Parce que c'est vrai, il y a d'autres clients et clientes qui dépassent les bornes. Il faut les gérer, mais il ne faut pas non plus se laisser faire. Mais être là, même le client gentil qui rentre, vous rentrez des fois dans des boutiques, vous venez acheter quelque chose, la personne se trouve au téléphone. Vous êtes à la caisse en train d'entendre. Au lieu même qu'elle soit en train de parler avec son patron parce qu'il y a un problème de ravitaillement, non, elle est en train de parler, un coup de fil privé
Elle vous fait attendre devant, vous êtes en train de la regarder. Et vous dites, mais non, mais le comportement que la personne a à la caisse n'est pas adapté, n'est pas adéquat quand on fait du commerce, au fait. Donc les gens doivent se former. Aujourd'hui, Internet, c'est pas juste regarder les vidéos, regarder les théâtres ou les films. Mais quand vous êtes dans un domaine d'activité, allez voir les tutos sur votre activité, comment accueillir les clients, comment manager. Il faut se former, s'informer. C'est très important. Personne est né avec le savoir. Non, ce que je peux débiter là, mais c'est à un moment donné, j'ai pris le temps d'étudier, j'ai pris le temps de m'asseoir, j'ai pris le temps de sacrifier d'autres choses pour arriver à partager les compétences, le savoir. Mais c'est pareil pour les gens qui ont un business, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à juste j'achète et je revends. Tout ce qui entoure l'achat et la vente ne me concerne pas. C'est faux. Là, vous êtes à côté de la plaque. D'accord. Et revenons un peu à l'URSSAF. Oui. Quand est-ce qu'intervient l'URSSAF? L'URSSAF intervient pour les salariés dès lors qu'il y a une paye, un salaire qui est donné à une personne déclarée. Donc, ma coiffeuse qui me coiffe dans sa maison, oui. Elle peut pas, l'URSSAF ne peut pas l'intervenir. Là, je parle de, il y a plusieurs régimes. Okay. Là, je parlais salarié. Salarié, salaire, l'URSSAF. Il y a l'URSSAF, régime général, pour les salariés ou pour les présidents de SAS, mais il y a l'URSSAF des indépendants. Une coiffeuse, une maquilleuse à domicile, elle est censée déclarer son chiffre d'affaires si elle est en tant qu'auto-entrepreneur, soit mensuellement, soit trimestriellement. Si elle est en société, elle va, selon sa position, si elle est en SARLU, si elle est en SASU, ça va dépendre en fait de l'option sociale qu'elle a choisie. Mais soyez-en sûrs, elle est censée payer à la fois l'URSSAF, payer de la retraite et payer des impôts auprès de l'État. Là où il y a l'argent, l'État vient se servir. D'accord. Donc, voilà. Il faut qu'il y ait de l'argent pour que l'État vienne se servir. Bien sûr. Okay. Du coup, en tant que coach, vous avez parlé du fait que vous coachez des personnes. Comment est-ce que vous arrivez à devenir coach? Parce qu'aujourd'hui, franchement, comme on voit sur les réseaux... Vous savez, comment on arrive à devenir un coach? Pour ma part, ma vision que j'ai de cela, il faut déjà avoir quand même la capacité de transmettre. Pour certains... Pour certains, c'est inné. Pour certains, il y a une formation. Quand c'est inné, en plus, c'est une formation, là, vous allez tout gagner. Souvent, je vois des jeunes filles qui vont vouloir parler du mariage, elles ne sont même pas mariées. Vous voulez parler, je coach en entrepreneuriat, vous n'avez jamais réellement entrepris, ou bien vous avez commencé à faire du bricolage en vendant 3-4 paquets de mèches. Qu'est-ce que vous allez réellement transmettre? Prenez le temps de vous former, accumuler de l'expérience, et c'est ça qu'on partage. Quand on est coach, le coach a quand même du vécu, à la fois compétences, formation, au niveau théorique et pratique. Et puis, comme je vous dis, il faut avoir ce don-là à transmettre, à expliquer les choses. Vous savez, il y a certains même aujourd'hui qui sont des professeurs, des enseignants, pour moi, c'est pas leur branche, parce que c'est des gens peut-être très intelligents, très compétents, mais transmettre leur savoir, ils ont du mal. D'accord. Et vous arrivez facilement à transmettre et à aider les personnes à créer des entreprises. Mais pourquoi? Parce que, facilement, il y a eu un travail. Tout se prépare. Moi, depuis que je suis jeune, je suis délégué de classe. Donc, je prends la parole en public devant les enseignants. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir un peu de bonnes notes. Essayer d'avoir des bonnes notes parce que quand vous prenez la parole à défendre la classe, vous devez être exemplaire. J'ai eu à être éducateur pendant mes études de rue avec les jeunes. J'ai eu à être éducateur de football. Donc, à partager le savoir avec gérer les enfants, gérer les parents parce qu'ils pensent tous leurs enfants, ce sont des Mbappé. J'ai appris à gérer ces choses-là. Premièrement, j'ai fait de la radio en faisant du tac au tac où les gens pouvaient appeler sur l'entrepreneuriat, poser des questions, partager sur... Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se former à la fois sur l'art oratoire, parler, se faire comprendre, faire passer le message. Mais de toute façon, j'ai toujours été un étudiant qui, tant qu'il ne comprenait pas quelque chose, il ne passait pas à autre chose.
Ah, mais c'est très bien ça. Donc, j'embêtais toujours les professeurs. Mm. J'étais un peu celui qui pouvait les déranger. C'est pas le tout, j'emmagasine la chose. Je dois comprendre la chose pour être capable de réexpliquer la chose à mon prochain, en fait. Donc, depuis le jeune âge, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et après, moi, personnellement, de par mon métier, je me nourris des expériences des entrepreneurs que j'accompagne. Les erreurs que les uns et les autres ont pu faire, mais c'est ma base de données. Okay. Donc, quand je fais du coaching, mais j'ai une base de données depuis que je travaille. J'ai eu à côtoyer plus de 1500 entrepreneurs dans les différents domaines d'activité. Alors, quand vous venez me voir, ben, je vous dis attention. Dans cette activité-là, c'est dangereux, il y a ça, faites attention à ça. Est-ce que vous êtes préparé? Oui. Et ça, voilà. Là, j'accompagne, je fais du coaching avec une base de données vraiment solide. Alors, vous venez juste de commencer il y a 6 mois et vous commencez à vous dire, mais je suis coach en quoi? Vous êtes coach en quoi? Prenez le temps, prenez l'expérience. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont ce don-là inné, mais il va toujours vous manquer quelque chose. L'expérience, ça va vous manquer. Okay. Vous pouvez avoir l'art oratoire, mais il faut avoir la matière. Okay. Donc, prenez le temps d'acquérir cette matière-là. Avec l'art que vous avez, vous pourrez plus facilement partager. Je vous dis, on suit tous les réseaux sociaux. Des fois, je vois des jeunes dames, tu vois qu'elle a 22 ans, 23 ans. Elle me donne des leçons sur le mariage. Mais elle est mariée depuis 1 an. Elle est mariée depuis 1 an, ou bien c'est parce qu'elle a lu les livres. Parce que les livres, ça concerne des situations au cas par cas. Il faut, où les gens vont venir vous parler de l'éducation des enfants. Je veux bien, mais entre les livres qu'on peut lire, entre la télé qu'on peut regarder, mais vivre la situation réelle et avec les caractères différents qu'on peut avoir de nos enfants, mais c'est autre chose, au fait. Prends le temps, prendre de l'expérience. Toi-même. Oui, et venir après enseigner les autres. Pour moi, je trouve que c'est important. D'accord. Et vous êtes parti former les jeunes à Kinshasa. Oui. Et comment ça se passe, le coaching à Kinshasa? Comment les gens vous reçoivent? Le coaching à Kinshasa se passe très bien. C'est pas qu'à Kinshasa, j'ai fait du coaching à Goma, devant plus de 800 personnes, 800 universitaires. Parce que au Congo, on sait que quand on a affaire aux universitaires, en plus, c'est pas facile de capter l'attention. Ouais, c'est pas facile de capter leur attention. Et puis, en plus, ils posent des véritables questions, surtout les universitaires au Congo, ils cherchent à vous faire tomber. Parce que quand tu viens devant, tu leur dis, moi, je suis un sachant, je suis coach, mais ils vont vous pousser dans vos retranchements. Dans vos derniers retranchements pour voir est-ce que vous méritez vraiment ce titre-là ou pas. Donc, j'ai dû le faire au Congo central, on a fait à Matadi, on l'a fait à Boma, j'ai fait à Kikwiti, j'ai fait à Goma, à Kinshasa, que ce soit à Tchang ou à Upen, je crois, oui, à Upen on a fait ça. Donc mon objectif, c'est vraiment essayer de me balader dans les différentes provinces. L'objectif est clair, c'est développer l'esprit d'entreprendre de la jeunesse congolaise. Et vous arrivez à le faire? Mais parce qu'il faut leur montrer, il faut leur donner des exemples, il faut leur dire comment faire. Et vous le voyez que ce soit ici en France, la nouvelle génération ne veut plus quasiment être salarié. Tout le monde a envie d'entreprendre, d'essayer quelque chose. Pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on est créateur de richesse, c'est là qu'on s'enrichit. Mais si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler chez Guy? Mais comme je vous dis, tout le monde ne deviendra jamais entrepreneur. Quand je vais étant donné que vous donnez à tout le monde les clés pour devenir entrepreneur, je donne les clés et vous savez très bien que c'est un 5, 10, 15% qui vont prendre les clés, qui vont l'utiliser. Okay. Voilà. On sait pertinemment que tout le monde n'a pas l'âme d'être entrepreneur, tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices en tant qu'entrepreneur. Mais on est obligé de faire... Quels sont les sacrifices à faire en tant qu'entrepreneur? Les sacrifices à faire, par exemple, vous démarrez un business, mais vous n'allez plus vous coiffer si vous vous coiffez chaque semaine. Vous n'allez plus vous habiller comme vous avez l'habitude de vous habiller. Parce que vous êtes en mode commando. Je démarre une activité, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça nécessite que je diminue mes coûts en attendant que mon activité prenne. Donc, en fait, les sacrifices vont vraiment être des sacrifices sur l'ordre, on va dire, sur l'ordre financier, parce qu'il faudrait investir. C'est financier, c'est personnel. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire des sorties, avoir des amis, prendre du temps. Moi, quand on a lancé notre business, je pouvais travailler, je commençais à 8h ou 9h, je finissais à des 23h, je finissais à des minuit. Et surtout dans mon domaine, par exemple, cette période-là, c'est exceptionnel qu'on se retrouve là aujourd'hui quand je fasse l'émission avec vous.
Parce que normalement, toute cette période-là, je fais toujours 22h, 23h, 22h, 23h, samedi, voire dimanche. Parce que c'est le moment des clôtures des bilans, donc on n'a pas le temps. Donc, c'est tous ces sacrifices-là que vous devez être préparé à faire pour votre business. Mais à vous entendre parler, je suis tentée de dire que ceux qui nous disent entreprendre avec 0 €, avec 0 $, nous mentent. Bien sûr, c'est le mensonge. Parce qu'en fait, en gros, il n'y a pas... mais non, mais soyons clairs. Quand on dit que, par exemple, en France, ici, on peut créer une société à un capital de 1 €. On peut mettre capital 1 €, mais ça va vous nécessiter que vous ramenez l'argent en compte courant, vous mettez de l'argent pour pouvoir réaliser votre business. Donc, venir avec 0 €, c'est pas possible. Parce que quand ils disent entreprendre à 0 €, j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup de... En gros, j'ai eu un débat comme ça une fois, c'est ça je vous en parle, c'est qu'on parlait du fait que la personne disait tu peux entreprendre en te formant sur Canva, le coût il est 0 €. Et moi j'ai retorqué, j'ai dit mais en fait c'est pas 0 € parce qu'en réalité dans l'entrepreneuriat, le coût de l'unité, les crédits que tu vas mettre dans ton téléphone, c'est pas 0, tu dois le compter dans les efforts. Ça c'est la formation, on y va, ok, je me forme avec 0 €, on oublie même le coût des unités. Une fois que je suis formé, comment je réalise mon activité? Non, mais pour eux, c'était le business entreprendre. C'est-à-dire qu'en gros, avec Canva, je peux faire des visuels, je peux faire X, quelque chose que je peux vendre. Donc, du coup, pour la personne qui parlait de cet entrepreneur, en fait, il est en train de nous expliquer que Canva était à 0 €. Sauf qu'en réalité, Canva ne coûte pas 0 €. Il faut payer les unités. Comme vous dites, il y a l'électricité. Oui, et il faut avoir soit un ordinateur de qualité ou un téléphone de qualité. Qui en effet finit par devenir... Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut investir. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis que ceux qui nous disent, ceux qui viennent nous vendre sur les réseaux sociaux, que entreprendre avec 0 € Canva, même les arachides, pour le vendre, il faut devoir acheter. Il faut de la marchandise. Il faut de la marchandise. Donc, il n'existe pas... Après, ça peut arriver exceptionnellement, vous tombez sur un grand fournisseur, il dit je vous avance la marchandise, le fait, mais le transport il va pas vous l'avancer. Les sachets pour pouvoir les mettre, un moment, non, 0 c'est pas possible. Donc pour entreprendre, il faut nécessairement avoir le minimum. C'est pour ça qu'on dit le minimum, même le plus petit coûte cher. Oui, il faut un minimum dans tout. Je dois aller livrer ma marchandise, mais comment je prends les transports, avec quel argent? Mais ça fait partie de... Clairement. Donc, il n'y a pas de 0. Donc, il n'y a pas d'entreprise. Vous n'allez jamais me vendre ici. Si je regarde, je cherche bien le quotidien, il n'a jamais vendu entreprendre avec 0 €. Mais non, ça n'existe pas. Donc, pour vous, il y a toujours un coût. Mais il y a un coût. Ok. Vous savez le premier coût, parce que souvent les gens l'interprètent dans l'autre sens. Je vous donne un exemple. Ça s'appelle le coût d'investissement. Vous travaillez par jour, vous gagnez 100 €. Le fait que je commence à entreprendre, je ne veux pas travailler, non? Je perds combien? 100 € par jour. Donc, j'investis. 100 € par jour, en temps. Voilà. C'est vrai. Vous partez à Kinshasa, vous formez, mais vous ne rencontrez pas de difficultés lorsque vous formez vos étudiants? Les étudiants, souvent, sont même surpris, parce qu'on a le problème majeur entre le Congo ici, et souvent, même l'élite congolaise a souvent l'impression que ici, on n'étudie pas. Ici, on n'est pas formé. C'est ce que moi, je ressens, je reçois. Les gens sont peut-être même surpris. Je dis, mais non, la minorité, c'est une minorité que vous voyez dans les réseaux sociaux qui crée le boucan. Ici, actuellement, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, surtout dans la nouvelle génération, vous avez des banquiers, vous avez des experts comptables, vous avez des avocats, vous avez des véritables chefs d'entreprise qui réussissent leur vie, que ce soit en Angleterre, au Canada. Mais toutes ces personnes-là sont invisibles. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ça, au fait, ils n'ont pas le temps, mais c'est un tort en même temps. On doit vendre la réussite de nos frères et sœurs ici. Quand il y a eu Covid-19 ici, vous savez que j'ai appris qu'il y avait un chef de clinique ici en France, je ne me rappelle plus, c'était Créteil ou une autre ville, c'était un Congolais. Ah bon? Est-ce que vous imaginez? C'était un Congolais. Donc ça veut dire qu'en vrai, il y a ceux qui sont sur les réseaux. Mais il y a des pépites. Non, mais oui, mais non, mais au fait, c'est pas que ceux qui sont sur les réseaux n'étudient pas. Ceux qui vendent mal l'image de la diaspora. Malheureusement, les vrais, ceux qui sont là, qui ont étudié des vraies pépites, il y en a énormément. Eux, c'est l'exception. Pas l'inverse, au fait.
Parce que quand vous y allez, on a l'impression de dire, ah ouais, bon, t'as un rappel, vous avez aussi étudié. Mais si, mais moi, mon entourage, minimum, surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui, c'est minimum bac+5. Elles étudient. Elles sont dans les finances, elles sont dans l'assurance, elles sont dans le marketing, dans la communication. La nouvelle génération, elle est tout autre. Elle est née dans les études. Elle fait ce qu'il y a. Bien sûr, il y a certaines qui font n'importe quoi. Ça, c'est leur vie, c'est leur choix. Mais réduire, en fait, la diaspora congolaise à l'immoralité, à des choses vulgaires qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, c'est pas bon. Mais est-ce que leur questionnement n'est pas dû au fait que au Congo, on a, j'ai envie de dire LMD, mais c'est pas tous les universités qui l'ont. On a plutôt, on commence avec, je suis en première graduat, on a un système de graduat licence. On a ce système-là qui équivaut à 5 ans ou pour différentes études, il y a les 8 ans pour les docteurs et tout. Mais quand on vient en France, on est quand même d'accord que ici, on est assez privilégié parce que on a par exemple des études qui sont assimilées. Par exemple, il y a quelqu'un qui va pas faire ses 5 ans d'études, qui va peut-être suivre une alternance qui va lui permettre d'avoir ce que un Congolais a eu en 3 ans. Lui, il va l'obtenir en 2 ans ou en 1 an à cause de l'alternance. Est-ce que ce n'est pas pour ça peut-être que vous avez l'impression qu'on nous sous-estime parce que ils ont découvert que ici on a toutes ces petites stratégies là. Pour moi, non. Pour moi, que ce soit les études ici comme au Congo, les études sont compliquées. C'est vraiment difficile. Il faut consacrer du temps, passer du temps là-dessus. Ici, quand on parle de quelqu'un qui a maîtrise, cette maîtrise est égale à bac+5. Et je ne veux pas dénigrer ce qui se passe au Congo. Il y a des gens qui étudient sérieusement, il y a des gens qui font les choses correctement, il y a des gens de qualité au Congo. Mais il faut aussi qu'ils se le disent ici en France. Ici, on n'a pas possibilité de faire quoi que ce soit avec un prof ou s'arranger. Tu le vois où d'abord? Oui, ici, il n'y a pas ces choses-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous sort qu'il a une maîtrise, il a réellement sa maîtrise. Il a réellement maîtrise. Il s'est assis, il a étudié au fait. Oui, parce qu'on n'a pas le temps de rencontrer les profs. Non, il n'y a pas le temps d'arrangement, il n'y a pas le temps sur cela. Et c'est pour ça que moi, ce que je regrette, parce que quand au Congo, les gens font des bonnes études, ces personnes-là viennent ici, leurs études ne sont pas considérées à leur juste valeur. De la corruption qui naît, c'est ça. Toutes ces techniques, parce qu'en vérité, en France, pour avoir fait des études en France, on n'a pas de prof assistant. Non. On n'a pas de comment on dit ça, on n'a pas de représentant d'étudiants. Je sais pas comment on appelait ça là-bas à l'université. Je crois que on n'a pas le chef des étudiants. Il y a pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais ton devoir, t'es seul. Et on limite même quand on vous met dans les groupes d'études, le seul message, le seul stand de conversation que vous avez, c'est un groupe qui va être réel pendant le temps du travail et après il va se disloquer. Vous faites tout par mail, donc et le mail, c'est le mail de l'université dédié au prof. Ce n'est pas son mail personnel. Donc c'est-à-dire qu'en gros, toute cette zone de non-contact, quand le prof il n'est pas là, il n'y a pas cours. Il n'y a pas que non, le prof il n'est pas là, il y a un assistant qui va venir. Quand le prof il n'est pas là, il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours. Et c'est des choses qui n'existent pas là-bas. Et ce sont des choses qu'on doit améliorer pour valoriser nos étudiants au Congo. Parce que je peux comprendre quelqu'un qui a fait bac+5, surtout l'ancienne génération, ils ont connu ce problème-là. Ils sont arrivés ici en France, certains étaient diplômés, les diplômes n'étaient pas reconnus, mais ils ont dû faire le ménage, ils ont dû faire des petits diplômes. Oui, juste faire des travaux manuels. En fait, ils ne pouvaient pas avoir travaillé dans leur domaine de prédilection. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Donc, il faut enlever le mauvais qu'il peut y avoir pour laisser la place aux gens qui étudient sérieusement, parce que moi je vous dis, pour fréquenter les universités au Congo, échanger avec les étudiants, on a des gens de qualité, on a vraiment des pépites, des gens qui sont inventifs, des gens qui ont envie de réussir, des gens qui ont envie d'avancer, mais à cause peut-être d'une certaine minorité qui cherche les chemins faciles, ça enlève le véritable crédit à leurs universités, à leurs études, et quand ça vient ici, et c'est coincé. Donc il faut absolument qu'on fasse en sorte éradiquer. Est-ce que c'est pas aussi dû au complexe? Parce que comme moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venue de Kinshasa de l'université pour ici université. J'ai pu me rendre compte que l'une des premiers blocages que j'ai eu moi sur le banc de l'université ça a été moi j'ai envie de dire complexe, mais c'était pas un complexe, c'était un peu de la timidité. Mais je me rends compte que au Congo on avait beaucoup de cours. J'ai un droit, on avait beaucoup de cours,
Et puis, je suis arrivée ici, je me suis rendu compte en lisant que, mais en fait, le cours d'introduction au droit en France représente 3 cours à Kinshasa. Et en plus, les choses qu'on va m'apprendre, on va me dire que ça, oui, on va t'apprendre ça pendant le premier semestre, qu'au premier semestre, après ce cours-là, il va disparaître. Mais en fait, au Congo, ça dure toute l'année. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu réalises, c'est-à-dire, en gros, il y a un truc que toi, tu as appris, et puis quand tu viens ici, tu te rends compte que, mais en fait, je suis dans la même classe, mais je suis plus avancée. C'est vrai, parce que vous avez déjà ceux-là, ils viennent du bac, et moi, je suis plus avancée. Mais le problème que je rencontre, c'est que j'ai un cours qui m'explique 3-4 cours au Congo. Donc, c'est question de programme. Oui. Est-ce que les programmes sont toujours adaptés? Est-ce qu'il y a un temps de... En fait, après, ça c'est au niveau de l'éducation, au niveau des ministères. Ce sont les choses qu'on doit relever pour permettre, en fait, à nos ministres de pouvoir réajuster les choses. C'est important parce que si on reste silencieux, on pense que tout est fait, tout est normal. Non, il y a des bonnes choses qui sont faites. Là où on doit améliorer, il faut échanger avec les ministères pour dire, tiens, ce programme-là, on peut l'avoir en plus synthétisé en une journée, en 2 jours. On peut finaliser au lieu de faire, par exemple, 1 mois de cours là-dessus. Ce sont les améliorations à apporter. En étant de la diaspora, allant de gauche à droite, c'est ça aussi l'objectif. Apporter le meilleur qui existe ailleurs pour quand nous, améliorer. On vient ici, nous-mêmes, en tant qu'étudiants français, quand on vient ici, d'abord, on se met un peu trop en retrait. Et du coup, quand on dit que oui, on sous-évalue notre diplôme, je pense qu'en soi, c'est parce que, d'un autre côté, dans des cas pratiques, ils se sont rendus compte que ce diplôme-là, qui vient du Congo, ne vaut pas celui qui vient d'ici, pas parce que la personne n'est pas intelligente, juste parce que peut-être la personne était un peu crispée dès les premiers instants. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a présenté à un cas, la personne a réagi de manière comme si c'était nouveau. Voilà. La personne n'était pas en confiance. Il a fait n'importe quoi. Ils ont vu 2-3 cas comme ça qui ont créé des complexes auprès de ces personnes-là. Et eux, ils se sont dit, ça veut dire que les formations là-bas ne sont pas bonnes. Parce que les personnes qui sont venues déjà avec un complexe de base. Est-ce qu'il y a une attitude à avoir quand on vient Non, quand on arrive, il faut être homme ou femme sûr. On arrive, il faut être sûr de nos diplômes. Ce qu'on fait là-bas, ce sont des diplômes de qualité. En plus, dans lesquelles conditions des fois les gens étudient. Donc il faut être fier de son diplôme et venir et regarder les gens droit dans les yeux, parce que des fois la disqualification de nos diplômes, des fois ce n'est pas que technique. Ça peut être aussi un choix entre parenthèses politique. Vous comprenez cela? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça peut être aussi un choix politique en disant maintenant on va laisser plutôt la priorité aux étudiants ici, par exemple, en France ou en Allemagne, que d'accueillir les étudiants qui affluent d'Afrique, qui vont prendre la place de nos enfants. Donc, il y a des décisions qu'on imagine techniques, mais c'est plutôt politique, en disant, on va un peu... leur mettre de côté. C'est des choses qui arrivent. Donc, il faut arriver en étant sûr de soi et fier du diplôme qu'on porte et être capable de le défendre. Mesdames et messieurs, nous tendons sûrement vers la fin de cette émission. À la régie, nous avons Célio Toutouma, que j'ai surnommé le magicien. Mais je n'ai pas encore terminé mes questions. Du coup, on va continuer un peu avec quelques questions avant la fin, avant de chuter. Lorsque vous partez à Kin, vous dites que vous vous rendez compte que la diaspora là-bas est sous-évaluée. Pourquoi? En fait, c'est sur la considération. Avant même, vraiment, c'est sur la considération. Il est important que la diaspora invisible qui réalise des bonnes choses doivent être mises en valeur. Ouais, doivent se présenter. Par exemple, genre de vos émissions. Aujourd'hui, on a un Congolais chef de clinique. Vous l'accueillez. Vous l'accueillez ici. Il explique un peu son process, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, c'est quoi son activité. L'autre qui est avocat congolais, il vient. J'en connais, moi, des avocats congolais. Mais c'est un espace pour eux, ils peuvent venir. Mais ce sont des choses qu'on est censé mettre en place. Revenons sur l'université, parce que je suis aussi coordonnateur de la Fondation Ouidal, coordonnateur national de la Fondation Ouidal de l'excellence Maître Guy Luando et Maman Déborah. On a démarré 2 universités en Bandaka et une à Bokungu. Quand vous voyez qu'on est en Équateur, souvent les gens de l'Équateur étaient obligés de quitter l'Équateur pour venir étudier à Kinshasa. Là, il y a 2 universités
qui ont été mises en place. Et il y a aussi des connexions sur le plan international avec des universités ici à Paris et des universités en Suisse. L'objectif, c'est quoi? C'est LMND que on valide facilement ici en Europe. Maintenant, nos universités là-bas, les cours donnés, les diplômes que nos élèves, nos étudiants vont avoir seront valorisés à 100% ici. Il n'y aura plus cette notion de dire que le diplôme du Congo est sous-évalué. Avec ce qui a été mis en place par la Fondation Ouidal de l'excellence Guy Luando et Maman Déborah, à la fois Mandaka et au niveau de Bukungu et au niveau de Kinshasa, avec les programmes qui viennent de grandes universités françaises et suisses, ben ça permet automatiquement de valoriser. Quand nos étudiants congolais auront leur diplôme, ils pourront directement, par équivalence, venir s'installer ici et travailler selon leur diplôme. Et c'est sur ça qu'on doit, en fait, tendre. C'est donner les possibilités, à la fois, comme vous dites, les cours mis à jour, les cours modernes, dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, on peut faire des cours en étant en Suisse, en étant à la Sorbonne, par conférence, oui, par directement, visio. oui, par la visio, pardon, le mot me fuyait, par visio. Conférence. Et vous imaginez, en plus, pour pouvoir mettre de la vision à Bukungu, parce qu'en plein, c'est pas facile, mais la Fondation a mis les moyens pour permettre aux étudiants de bénéficier des cours à la fois qui sont prodigués à Kinshasa, comme que des cours qui sont prodigués ici en France, comme en Suisse. Donc, je sais que l'avenir sera meilleur si tout le monde prend conscience que on peut faire du bon en restant au Congo et que ce soit reconnu au niveau planétaire. Donnons juste les moyens à nos professeurs et aux étudiants d'étudier dans les meilleures conditions. Et je tiens à féliciter l'excellence Guy Luando pour son engagement et Maman Déborah. C'est très bien ce genre d'initiative. Moi, j'ai quelqu'un qui entreprend à Kinshasa, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il ne faut pas toujours, lui je l'appelle l'héros dans l'ombre, on l'appelle toujours RJ, l'héros dans l'ombre. RJ travaille dans un domaine qui m'intéresse, qui m'intéresse pas, mais que je vois que c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'entreprendre à Kinshasa est la même chose qu'entreprendre en France, en Europe? Dire la même chose, oui et non, parce qu'on n'a pas les mêmes difficultés. Vous savez, ici en France, on a plus facilement accès au financement, premièrement. Ce que là-bas, on n'a pas. Très compliqué, parce qu'on n'a pas de banque d'investissement. Et souvent, il faut le dire, les banques qu'on a au Congo, c'est des banques étrangères. Quand on a des banques étrangères, ben, c'est eux qui prennent la décision ou non, prennent la décision de vous financer ou non votre projet. Ça, c'est déjà la première difficulté majeure, le financement, parce que tout entrepreneur peut avoir un capital de départ, mais on a toujours besoin pour développer son business, développer son affaire, de faire participer la banque. Et ici, en France, on a cette possibilité-là. Quand votre business plan tient la route et que vous êtes un bon gestionnaire, quand vous étiez en tant que particulier, vos comptes témoignent que vous savez gérer un peu vos finances, ben, vous aurez la facilité d'avoir même des prêts à taux zéro. Vous aurez la possibilité d'avoir des prêts à de taux préférentiels. À titre de comparaison, actuellement, si vous voulez emprunter ici en France, vous pouvez avoir des taux à 3,5. Mais nous, là-bas au Congo, c'est entre 15 et 18%. Donc, vous imaginez l'écart du coût du crédit. Donc, c'est pas facile. En plus, si on vous l'accorde, là-bas au Congo, quand on vous l'accorde, on demande des garanties, d'hypothéquer la maison, d'hypothéquer mais beaucoup de choses. Donc, c'est pas facile. Ici, on n'a pas besoin d'hypothéquer, on a juste besoin d'être garant de notre prêt, selon, bien sûr, les montants que vous demandez auprès de la banque. Après, les autres difficultés, c'est les difficultés du marché. Parce que il faut trouver aussi preneur. On est un pays, bien sûr qu'on est nombreux, mais selon le type d'activité que vous allez lancer, est-ce que vous allez trouver de la clientèle en face par rapport au droit, par rapport à l'administration, par rapport à la création. Donc, il y a quand même des choses qui diffèrent. Oui, il y a beaucoup de questions. Voilà. Ok. Monsieur, on était ravis de vous recevoir aujourd'hui. J'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez un mot pour les entrepreneurs congolais en France? Pour les entrepreneurs congolais en France, je suis déjà content que ça existe. Et ça existe de plus en plus. Parce que vous savez, une communauté,
une diaspora devient forte quand elle occupe à la fois en tant que salarié des postes à responsabilité à forte rémunération et quand elle a aussi des entrepreneurs. Parce que plus on est puissant, plus on est écouté. On est arrivé au niveau du bas, on faisait vraiment des jobs alimentaires. Aujourd'hui, les parents ont fait des efforts pour que les enfants puissent étudier. Les parents ont fait des efforts qu'on puisse avoir des meilleures formations. Les parents ont fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir des entrepreneurs congolais. C'est une bonne chose. On doit vraiment continuer à tendre vers cela. Parce que quand on est puissant financièrement, on influe au niveau de la politique ici en France, comme on influe aussi au niveau de la politique au Congo. Donc, je vous encourage à continuer à créer de la richesse. Merci, M. Faye. Nous étions ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'était un plaisir d'échanger avec vous en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout votre métier qui était très intéressant. Mesdames et messieurs, ainsi, moi, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine avec Mademoiselle Sabou Ilunga dans un autre épisode de Zone Bleue.